Voilà, vous êtes dans les chroniques d'Alpha School. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'exprimer sur un certain nombre de points. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, voilà, qui était dans un direct et qui m'a invité sur le direct, qui m'a posé une question. Il dit, est-ce que le pouvoir de Laurent Gbagbo a été injustement saboté? Donc, si son pouvoir a été saboté, est-ce que ce ne serait pas au moins lui rendre justice, voilà, d'accepter qu'il se présente aux élections, voilà, ou bien quels sont les facteurs qui ont favorisé la défiance de Laurent Gbagbo à mon niveau. Étant donné que moi j'aime beaucoup m'exprimer, voilà, sur le profit de l'analyse. Voilà. Donc quand il m'a posé cette question, je lui ai dit, il y a 3 choses qui ont favorisé la déchéance de Laurent Gbagbo. Il y a 3 choses. Vous savez, dans la vie de l'être humain, voilà, étant donné que l'humilité est aussi une vertu de l'être humain, quand vous manquez d'humilité, vous voyez que vous tombez directement dans ce qu'on appelle non seulement l'autosatisfaction, mais vous tombez aussi dans l'excès de confiance. Voilà. Vous êtes dans l'autosatisfaction, vous êtes dans l'excès de confiance. Et j'étais en train de dire que, vous savez, c'est dommage, mais sur nos tropiques, les gens n'aiment pas la vérité. Et quand j'ai décidé de dire la vérité, sur le panel en question, ils m'ont descendu. Ils m'ont chassé vite. Les gens n'aiment pas la vérité, au fait. Vous savez, il y a 3 vilains défauts qui ont favorisé la chute de Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, vous diront que non, ce sont les affaires des femmes. On laisse tout ça. On laisse ce côté femme-là. Les affaires des femmes, ça, c'est sa vie privée. S'ils veulent, voilà, ça, c'est sa vie privée. Comment il gère sa vie privée, c'est sa vie privée. Mais il y a 3 facteurs sur lesquels l'on peut se focaliser pour démontrer, c'est-à-dire la fragilité du pouvoir de Laurent Gbagbo. Je vous explique, mesdames et messieurs. Vous savez, il y a 3 choses. Étant un chef d'État, quand ces 3 choses s'invitent dans votre quotidien, dans votre gestion étatique, automatiquement vous êtes fragilisé. L'excès de confiance, le mépris et puis l'intimidation. Et voici les 3 armes que le président Laurent Gbagbo utilisait pour gouverner. L'excès de confiance, le mépris et puis l'intimidation. Je vous explique. Pourquoi M. Laurent Gbagbo s'était apaisanti sur ces 3 faits, ces trois actions, sinon ces 3 comportements pour diriger. Pourquoi Laurent Gbagbo s'est accroché à ces 3 comportements, sinon ces 3 défauts. Pourquoi Laurent Gbagbo s'est imbibé de ces 3 défauts-là pour pouvoir gérer sa mandature. L'excès de confiance. L'excès de confiance est un vilain défaut, mesdames et messieurs. Et là, je vous explique qu'est-ce qui a favorisé la chute du président Laurent Gbagbo. Je vous explique, mesdames et messieurs. Je vous explique. Et vous allez vous faire une idée de tout ce que je vais vous dire. Au fait, les gens n'aiment pas la vérité. Alors que la vérité, là, c'est elle qui libère. Voilà. Vous savez, Laurent Gbagbo, quand il est venu au pouvoir, d'abord, il est venu au pouvoir par ruse. L'accomplissement d'un plan qu'il avait mis en action, qu'il avait mis en place. Voilà, en complicité avec les militaires. Et lui-même, il a utilisé la ruse et il est venu au pouvoir. Voilà. Et quand il est venu au pouvoir, il n'avait pas de secret, au fait. Il était un peu volubile. Un président ne doit pas être volubile. Parce que dans l'intimidation, en voulant être dans l'intimidation, vous êtes obligé d'être volubile. Vous êtes obligé de trop parler. Parce que vous voulez intimider. Comment un président de la République, il intimide, il parle, il menace. Et quand vous voulez procéder comme ça, vous êtes obligé de trop parler. En voulant trop parler aussi, vous vous exposez. Voilà un des premiers vilains défauts de Laurent Gbagbo lorsqu'il est venu au pouvoir. Lorsque M. Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, Laurent Gbagbo a procédé par l'intimidation. Il a demandé à ce que les forces de l'ordre puissent user de tous les moyens pour s'opposer au fauteuil de trou ou bien au marché quelconque. Nous savons ce que cela a généré. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Après, cela a résulté de beaucoup de dégâts et tout. Et d'une manière ou d'une autre, il ordonnait les bavures, la déshumanisation. Donc, on pourrait constater par moments les bavures policières, voilà, sur les civils et autres, et puis voilà, c'est des enquêtes, et puis les enquêtes n'aboutissaient jamais. Voilà. Des forces de l'ordre pouvaient s'arrêter d'un côté de la route, de la chaussée, et interpeller les gens étant sur l'autre côté de la route. Et quand à l'époque, quand les forces de l'ordre interpellaient les gens, ils pouvaient juste vous appeler, hey, monsieur, hey, ou bien madame, hey, venez ici. Vous voyez, avec le manque de respect, absolument. Donc, ça dit que son pouvoir était un pouvoir civil, mais il était adossé à tout ce qui est armé. Voilà. Donc, on pouvait assister à des rafles
en pleine journée, vous pouvez voir, quand vous passez, qui avaient l'habitude de passer à Djamé, vous allez voir qu'ils ont attrapé, même pas à Djamé, même à Yopougon, on voyait ça. Les corps habillés pouvaient rafler en pleine journée. La majorité, c'était des étrangers. On prenait des gens, on te déshabille, on prend ta chemise, on attache sur la culotte ou bien le pantalon de ton voisin et on prend lui sa chemise aussi également. On vous enchaîne comme ça. C'est-à-dire, tu peux voir une file comme ça d'êtres humains aux mains des policiers ou bien des gendarmes. En tout cas, des forces de l'ordre. Voilà. En train de marcher, et puis voilà. C'est-à-dire, les gens étaient déshumanisés, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouviez voir aussi dans des cargos, des gens qu'on a raflés, et qui sont dans les cargos, et souvent, voilà, tu vois, l'agent des forces de l'ordre sont en train de lui donner des coups de pied. Ça, on avait l'habitude de voir tout ça. Voilà, dans des véhicules, en pleine journée, on avait l'habitude de voir. Donc, ça fait que il a instauré une certaine peur au niveau de la population civile. Il a instauré une peur. C'est-à-dire que les gens avaient peur de tout ce qui est tenue militaire, armes, tout, détonation d'armes. Les gens avaient peur de tout ça. C'est-à-dire qu'il a instauré un système d'intimidation qui faisait que les gens avaient beaucoup peur. Beaucoup peur. Et puis quand quelqu'un disparaissait, on ne retrouvait plus la personne, soit on retrouve la personne, voilà, il est déjà passé de l'autre côté. Donc, en fait, c'était comme ça. Donc, il procédait par l'intimidation. Les couvre-feux à un point fini. Voilà, les couvre-feux. Voilà, vous êtes là aujourd'hui et puis on dit non, il y a couvre-feu. Voilà, ce sont les défauts qui l'ont poussé, qui ont précipité sa chute. Les 3 défauts que j'ai nommés, l'intimidation, le mépris et l'excès de confiance. Si vous comprenez. Donc, d'une manière ou d'une autre, il procédait d'une manière ou d'une autre, il leur donnait les bavures et la déshumanisation. Voilà. Et lui-même, il s'enorgueillait, il le disait fièrement, voilà, il donne l'ordre de mater celui-ci ou celui-là. Voilà. À tout bout de champ, il donnait des ordres. C'est quelqu'un qui ne tardait pas à donner des ordres, voilà, aux forces de l'ordre. Donc, vous voyez. Donc, il procédait par l'intimidation. Le coups-feu, les enlèvements, on procédait à tout ça. Et quand je parle du mépris, le mépris, je m'explique. Voilà. Vous savez, après le déclenchement de la rébellion en 2002, la rébellion de 2002, Laurent Gbagbo disait qu'il détient la partie utile de la Côte d'Ivoire. Ouais. En disant ça, c'est comme si tu minimisais une partie de ton peuple. Et il allait très loin. Il dit qu'il a aussi la majorité des Ivoiriens avec lui. Il considère que ces militants sont majoritaires en Côte d'Ivoire. Donc, puisqu'il a la majorité, il préfère faire plaisir à la majorité pour demeurer au pouvoir, pour rester au pouvoir. Parce qu'il a dit ça. Il dit qu'il préfère se contenter de la majorité pour rester au pouvoir. Donc, Laurent Gbagbo avait l'intention de se maintenir au pouvoir, de rester au pouvoir. Il n'avait pas l'intention de quitter le pouvoir. Voilà pourquoi, après avoir été élu en 2005, il n'a pas voulu aller aux élections. Ok, il n'est pas allé aux élections. Il a fait 10 ans au pouvoir. Les 10 ans au pouvoir, en 2010, il s'est présenté à sa propre succession. Et c'est là qu'il ne voulait pas laisser le pouvoir parce que, donc, on gagne ou on gagne, c'était son slogan. On gagne ou on gagne. Et c'était comme ça. C'est-à-dire qu'on gagne, quelle que soit la bannière, quelle que soit l'issue, c'est nous qui gagnons. Donc, le gars, même pendant les élections, vous allez voir, moi, j'ai fait passer ces vidéos-là dans mes vidéos précédentes, où il instaure à 72 heures des élections, il instaure un couvre-feu sur l'étendue du territoire. Il instaure un couvre-feu à 72 heures des élections. En tout cas, toutes les zones qui étaient détenues par lui, là, il a instauré un couvre-feu. Et donc, quand vous instaurez un couvre-feu, ça veut dire déjà que le climat il est délétère, c'est-à-dire déjà que tu ne contrôles pratiquement rien. Tu fais peur à ta propre population, à ton peuple. Donc, le monsieur, il méprisait une partie du peuple ivoirien. Voilà, ça, c'est le mépris et l'excès de confiance. La troisième partie, quand je vous dis l'excès de confiance, vous savez, lorsqu'il avait des velléités de déstabilisation en Côte d'Ivoire, d'une manière ou d'une autre, les gens essayaient d'attirer l'attention du président d'alors, qui était M. Laurent Gbagbo. Certaines forces de l'ordre, après les événements de 2000, puisqu'il y a eu des chanés, il y a eu des dégâts, vous voyez, il y a le peuple du Nord qui a payé un lourd tribut. Donc déjà, il y avait des forces de l'ordre, des militaires qui avaient quitté le territoire ivoirien pour aller se réfugier au Burkina Faso. Et le président burkinabé, Blaise Compaoré, le président d'alors, a attiré l'attention du président Laurent Gbagbo pour lui dire que non, tu as beaucoup d'éléments chez moi ici. Et comme ce sont des militaires, c'est des gens qui sont rompus au maniement de toutes sortes d'armes. Donc, il est mieux de les faire entrer pour favoriser la cohésion sociale et tout. Laurent Gbagbo fait un discours. Vous savez, son défaut aussi également, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, quand vous voulez procéder par l'intimidation, vous êtes obligé d'être volubile. Vous êtes obligé de trop parler. Vous êtes obligé de beaucoup parler. Alors qu'un président de la République, ça ne parle pas beaucoup.
Voilà, puisque voilà pourquoi il a des conseillers ici en sécurité, il a des conseillers ça en temps, en tel truc, en telle chose, en telle chose. Le président de la République a des conseillers autour de lui. Même sur le plan financier, tous économique, il a des conseillers autour de lui. Voilà. Donc, le président de la République, il doit parler peu. Le président de la République, président de la République, même, c'est chaque fin d'année, on entend, tout le monde, le pays, la nation attend le discours du président de la République. Ou bien peut-être 100 jours après son élection. Voilà. Pour pouvoir s'adresser à à ses électeurs et à son peuple. Donc, ce sont des. Mais Laurent Gbagbo, lorsqu'il était au pouvoir, il parlait trop. Il parlait trop. C'est-à-dire, l'excès de confiance a fait que le monsieur, il répondait à tout le monde publiquement. C'est-à-dire que quand vous partez lui parler discrètement, vous lui parlez discrètement, mais lui, il vient vous répondre publiquement. Et ça, c'était. Ça, quand vous voyez ça, quand vous voyez ce comportement-là à un chef, c'est qu'il n'est pas fait pour être chef. Soit il connaîtra une fin honteuse. Soit il connaîtra une fin terrible, soit il connaîtra une fin honteuse. Vous voyez, quand un chef, un président, à partir du moment où vous êtes président, à partir du moment où vous êtes chef, vous êtes volubile, vous parlez beaucoup, c'est-à-dire que vous voulez répondre à tout le monde. Arrivé à un certain moment, votre pouvoir se fragilise, c'est automatique. Et Laurent Gbagbo, l'excès de confiance l'a mené à répondre à tout et à n'importe quoi. Et il est venu, il a répondu à Blaise Compaoré pour dire que non, il faut que les gens sachent que lui, il voit le dos des nageurs. Il y a eu le coup à voter de la Mercedes noire. Et il a dit que lui voyait le dos des nageurs. Et ceux qui pensent qu'on peut faire un coup d'État en Côte d'Ivoire ici, ils n'ont qu'à lever ça dans la tête parce qu'on ne peut plus jamais faire de coup d'État en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça. C'est vrai, quand il dit ça, ses militants, ses proches, ceux qui l'ont voté, ils acclament, ils sont contents parce qu'ils sont rassurés. Mais à la réalité, comme on le dit chez nous, c'était du pipeau. C'était des discours, voilà, comme ça, qui n'avaient pas de fondement réel. C'était des discours qui ne tenaient sur rien. C'est comme si le monsieur, comme si son fauteuil était constitué de châteaux de cartes. Parce que lorsque, finalement, cette rébellion a eu raison de lui en 2002, le 19 septembre 2002, il n'avait plus le choix, il était obligé de coopérer avec la rébellion. Il était obligé de s'exécuter. Il était obligé de partager son pouvoir avec la rébellion. Voilà pourquoi il était obligé de nommer le chef de la rébellion d'alors,